Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les espaces vectoriels. Alors durant cette vidéo, nous allons rappeler d'abord la définition d'un espace vectoriel, les différentes méthodes pour montrer qu'un ensemble est ou n'est pas un espace vectoriel. Nous travaillerons ensuite sur la notion de famille libre, famille génératrice, base. Nous évoquerons la dimension des espaces vectoriels classiques et puis ensuite nous ferons un point sur comment faire pour montrer qu'une famille de vecteurs est libre, comment faire pour montrer qu'une famille de vecteurs est génératrice, comment faire pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base d'un ensemble et trouver sa dimension. Alors allons-y avec, pour commencer, la définition d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est un ensemble que vous pouvez représenter de cette façon-là, que vous allez appeler E, qui est muni de deux lois. Une loi additive et une loi multiplicative qui, attention, ne multiplie pas les éléments de l'ensemble entre eux, mais multiplie les éléments de l'ensemble par des scalaires, c'est-à-dire des nombres réels ou des nombres complexes. Alors, vous avez tout un tas de propriétés qui vont définir, en fait, en quelque sorte, un espace vectoriel. La première, c'est que l'ensemble E muni de la loi plus soit ce qu'on appelle un groupe abélien ou groupe commutatif, c'est la même chose. C'est-à-dire, bien sûr, ça c'est une définition que vous devez déjà connaître puisque vous devez déjà avoir vu la vidéo sur les structures algébriques usuelles, mais on va faire quelques petits rappels. La première chose, c'est que cette loi-là est une loi interne, ce qui signifie que vous prenez deux éléments, un élément x ici par exemple et un élément y ici, et que vous les associez pour former un nouvel objet, par exemple x plus y, loi de composition interne qui vérifie ceci, quel que soit x et y appartenant à E, x plus y appartient également à l'ensemble E. Ça, c'est une propriété qui est très importante pour les espaces vectoriels. C'est la première chose, c'est la stabilité pour la loi plus. Dit autrement, vous prenez deux éléments de votre ensemble, vous les associez avec une addition, et bien le résultat reste dans l'ensemble. On dit que l'ensemble est stable pour la loi plus. Ensuite, vous avez également, pour chaque élément x, vous avez ce qu'on appelle son opposé ou son symétrique, qui est bien sûr moins x, et qui, là aussi, doit de nouveau appartenir à cet ensemble. Un élément central, évidemment, pour qu'on puisse parler de symétrique, c'est qu'on ait un élément neutre. L'élément neutre, c'est le 0 de l'ensemble, et ce 0 doit également faire partie de votre espace vectoriel. Enfin, la loi plus doit vérifier une série de propriétés relativement classiques, telles que l'associativité, que tout le monde connaît. Par exemple, 3 plus 4, le tout plus 2, c'est 3 plus, entre parenthèses, 4 plus 2. Ouais, ça, c'est une propriété qui va être trivialement vérifiée dans un certain nombre de cas, donc ce n'est pas le point central de la qualité d'un espace. Pour être un espace vectoriel, on va y venir. De la même façon, on parle de groupe abélien, donc groupe commutatif, ce qui veut dire x plus y, c'est égal à y plus x. Bon, pas de difficulté pour l'instant, surtout si on prend une loi notée plus. Voilà, ensuite vous avez une multiplication, c'est-à-dire que vous avez ici un autre ensemble qui est l'ensemble K. Alors K, on va dire que ça peut être, pour ce qui nous concerne, l'ensemble des réels ou l'ensemble des nombres complexes. Et l'idée est là aussi la suivante. Si vous prenez, bien sûr ici vous avez 0 toujours, si vous prenez un lambda qui est dans cet ensemble K, donc 3, 4, moins 3 plus 2i ou ce genre de choses, si c'est l'ensemble des nombres complexes, et si vous prenez toujours votre x qui est ici, eh bien le lambda x va de nouveau être dans votre ensemble. Donc vous voyez là aussi une propriété de stabilité qui est très importante. L'idée, si vous voulez, pour simplifier, un espace vectoriel, vous avez un ensemble avec deux lois plus et points, et vous pouvez prendre n'importe quel objet de cet ensemble, les combiner avec des multiplications et des multiplications externes, c'est-à-dire venant de R ou C, ou avec des additions, et ça va toujours rester à l'intérieur de l'ensemble. En particulier le 0, bien sûr, sera toujours dans l'ensemble. Alors ensuite, vous avez quelques propriétés élémentaires que je ne vais pas citer, que vous pouvez lire sur le polycopier à côté, style 3 fois, entre parenthèses, 4 fois U égale 3 fois 4, le tout fois U. Ouais, c'est des propriétés quand même assez évidentes en quelque sorte. Donc pareil, vous avez des affaires de distributivité, etc. Donc là, je vous laisse regarder ces petites propriétés annexes qui sont en général des propriétés élémentaires. Alors, voilà pour la définition. Maintenant, c'est une définition qui est théorique. Vous avez une dizaine de propriétés en tout, que je ne vais même pas citer au tableau. Pourquoi? Parce qu'en pratique, dans les exercices, vous n'avez pas à démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel. Il vous suffit de vous ramener à un ensemble classique connu et de montrer que votre ensemble est un sous-espace vectoriel de cet ensemble qui est plus grand. Alors, illustrons tout de suite cette notion, et là, on va donner bien sûr une définition bien précise. Alors, f est un sous-espace vectoriel de E si, premièrement, f, d'abord c'est un sous-espace, donc il faut que f soit inclus dans E. Deuxièmement, il faut que f soit non vide. Bon, l'ensemble vide, c'est toujours un cas particulier, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. En général,
on montre, pour montrer qu'il est non vide, que le 0 de E appartient à F. Et enfin, troisième propriété qu'on va illustrer naturellement, quel que soit x et y appartenant à F, x plus y appartient à F, quel que soit x appartenant à F et quel que soit lambda appartenant à K, lambda x appartient également à F. Alors voyons ça tout simplement avec un schéma. Vous avez compris qu'on peut représenter de cette façon un espace vectoriel E. Un sous-espace vectoriel, ce n'est pas ceci, par exemple. Puisque si vous prenez ce sous-ensemble-là, eh bien, vous apercevez que 0 n'est pas dedans, et ça pose problème, puisque un sous-espace vectoriel doit toujours contenir le 0. On rappelle que E plus doit être un groupe, et dans un groupe, il y a un élément neutre, que pour la loi plus, c'est forcément le 0. Donc le 0 doit être dans F. Donc faites attention à ça. Ça, c'est une première chose. Pour montrer, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait apprendre à montrer qu'un espace est ou n'est pas un espace vectoriel. Si vous prenez un ensemble qui n'a pas le 0, c'est pas un espace vectoriel. Donc si je vous prends l'ensemble des suites, quel que soit n appartenant à n, l'ensemble des suites qui vérifient, voilà, par exemple, l'ensemble des suites constantes, donc un égale alpha, on va dire. Donc ce serait cet ensemble-là. L'ensemble U appartenant à R puissance, l'ensemble des suites telles que on est ceci. Première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un espace vectoriel ou pas? Ah, est-ce qu'il y a le 0 dedans? Première chose. Donc ici, par exemple, est-ce que la suite nulle est élémente? Ah oui, effectivement, cette suite-là constante, la suite nulle est constante, pas de problème, donc la suite nulle déjà est dedans. Ça, c'est une première chose. Si vous avez autre chose, par exemple, l'ensemble des polynômes, par exemple, tels que P de 0 égale 4, première chose que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que déjà 0 est dedans? Et si je prends le polynôme nul et que j'applique en 0, ça fait 0 évidemment, donc ça fait pas 4. Donc ça veut dire que le polynôme nul n'est pas dans cet ensemble. Si déjà le polynôme nul n'est pas dedans, c'est fichu, c'est pas un espace vectoriel. Donc là déjà c'est une première façon déjà tout de suite de voir qu'un ensemble n'est pas un espace vectoriel, c'est est-ce que l'élément neutre, et quand on parle d'élément neutre, c'est pour l'ensemble en question. Donc là les objets ce sont des polynômes, donc l'élément neutre, l'élément nul, si vous voulez, c'est le polynôme nul. Bon, ok, alors donc ça c'est la première chose. Ensuite vous devez avoir toujours ces propriétés de stabilité. Alors, réfléchissons un petit peu. Il y a tout un tas de propriétés sur les lois de l'ensemble E, c'est-à-dire sur l'addition, sur cette loi externe. Par exemple, l'associativité. On n'a pas besoin de la revérifier pour F, parce que de toute façon, elle est vraie sur E, l'associativité. Donc à partir du moment où elle est vraie pour tous les éléments de E, F c'est inclus, donc tout ce qui est vrai sur E, ce sera vrai aussi sur F. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pareil pour toutes les petites propriétés élémentaires que je n'ai pas citées tout à l'heure, que vous pouvez encore une fois revoir à côté. Donc l'élément central, c'est toujours la même chose, c'est cette affaire de stabilité. C'est-à-dire que là, pour le coup, si je prends deux éléments de E, x et y, je sais que la somme, par exemple, est dans E, pas de problème. Si je l'applique ici, je prends deux éléments dans F, x et y, ce sont des éléments de F, donc de E. Je sais donc que la somme est dans E, mais si ça se trouve, elle est là. Et si la somme est ici, c'est-à-dire si elle n'est pas dans F, l'ensemble F, c'est plus un espace vectoriel. Donc vous devez quand même vérifier ça, c'est-à-dire que x plus y, et c'est la propriété que vous voyez ici, que x plus y est encore dans F si vous prenez deux éléments qui sont tous les deux dans F. Alors, troisième propriété, c'est la même chose, la stabilité pour la loi point, donc c'est-à-dire lambda x et lambda.x, c'est-à-dire si vous prenez, toujours pareil, votre ensemble K qui est R ou C, vous prenez un lambda, 0 est ici bien sûr, vous prenez un lambda et vous prenez un x qui est dans F, eh bien lambda fois x, ça doit également se retrouver quelque part dans F, ici par exemple. Alors on peut, si on le souhaite, résumer ces deux propriétés de la façon suivante, quel que soit x et y appartenant à F, et quel que soit lambda appartenant à K, lambda x plus y appartient à F. Pourquoi ceci est-il suffisant? Alors, premièrement, si c'est vrai, quel que soit x et y, quel que soit lambda, si vous fixez lambda égale 1, première chose, lambda égale 1, oui, vous obtenez x plus y appartient à F. Donc vous obtenez bien la première proposition. Deuxième chose, si vous fixez y égale 0, vous obtenez la deuxième. Alors est-ce qu'on a le droit de fixer y égale 0? Oui, si on a bien précisé auparavant que le 0 est un élément de F. Si on ne l'a pas précisé auparavant, alors à ce moment-là, on n'est pas sûr que 0 existe, enfin 0 existe bien sûr, mais est-ce que 0 est dans F? Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser quelque chose qui est plus général, qui est quel que soit lambda et mu appartenant à R carré, à K au carré, c'est souvent R, mais bon, on va mettre K, ce qui peut être R ou C, lambda x plus mu y
appartient à f. Bien sûr, ça c'est vrai aussi, et ça caractérise également cette affaire de stabilité à la fois pour la loi plus et pour la loi point de votre espace vectoriel. Voilà, mon conseil, c'est très simple, de toute façon, 0 ça doit être dans l'espace, sinon c'est pas un espace vectoriel. Alors tant qu'à faire, quand vous devez montrer que votre ensemble est non vide, bah montrez que le 0 est dedans, c'est plus simple. Et puis comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le mu supplémentaire, et la proposition qui précède, là, lambda x plus y appartient à f, pour tout lambda et pour tout xy, eh bien, va être suffisante pour montrer que c'est un espace vectoriel. Alors bon, tout ça reste un peu théorique, hein. La notion d'espace vectoriel, tout de suite, pas évident, parce que là on parle d'ensemble, d'une loi, etc. Donc il faut tout de suite donner quand même quelques exemples des ensembles classiques qui sont des espaces vectoriels, et vous n'avez pas besoin de le prouver. Bien sûr l'ensemble R, bien sûr vous avez l'ensemble C, vous avez l'ensemble des polynômes par exemple, R de x à coefficient réel. Bon, vous pouvez avoir, je vais prendre un exemple un petit peu plus délicat, Rn de x. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. Pourquoi est-ce un espace vectoriel? Réfléchissons, la loi plus, la loi point, propriété élémentaire, pas de problème. Le polynôme nul existe, il est bien dans l'ensemble, aucun souci. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la question de la stabilité. Et ça, eh bien, le cours sur les polynômes va nous apprendre que, quels que soient les polynômes P et Q qui appartiennent à Rn de x, eh bien, quel que soit lambda également appartenant à R, puisqu'il s'agit ici d'un R espace vectoriel, je vais y venir, lambda P plus Q appartient aussi à Rn de x. Et oui, c'est vrai. Si deux polynômes sont de degré inférieur ou égal à 4, par exemple, eh bien la somme est aussi de degré plus petit que 4. Pas de problème. Si je multiplie par 3, ça ne va rien changer. Le degré, c'est toujours plus petit que 4. Un ensemble qui ne serait pas un espace vectoriel, en revanche, c'est l'ensemble des polynômes de degré égal à n. Faites attention à ça. Parce que si vous prenez un polynôme de degré 7 et vous lui ajoutez un autre polynôme de degré 7, si ça se trouve, quand vous les additionnez, les coefficients de degré 7 s'éliminent. Donc ça vous donne un polynôme peut-être de degré 6 ou 5, et du coup, hop, vous n'êtes plus dans l'ensemble. Faites toujours attention à cette propriété de stabilité, et là aussi, vous pouvez aussi vous ramener un truc encore plus simple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le polynôme nul, ah bah il n'y a pas de degré 7, donc déjà c'est fichu, c'est pas un espace vectoriel. Ok ? Voilà, donc vous avez toute une série d'espaces classiques, l'ensemble des matrices carrées, l'ensemble des matrices avec n lignes et p colonnes, vous avez l'ensemble des suites. Vous avez l'ensemble des réels, des complexes, l'ensemble des polynômes, les polynômes de degré plus petit que n. Vous avez toute une série, si vous voulez, d'ensembles qui sont classiques. Je pense aussi à R puissance n, par exemple l'ensemble des n uplets, ou bien l'ensemble des c uplets, si vous voulez. Tout ça, c'est des espaces vectoriels de référence. Donc la technique, en fait, si vous voulez montrer qu'un ensemble que vous ne connaissez pas est un espace vectoriel, ne vous inquiétez pas, votre ensemble, c'est toujours un sous-ensemble d'un truc que vous connaissez déjà. Par exemple, l'ensemble des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 vérifiant ceci, cela, l'ensemble des matrices inversibles, l'ensemble des polynômes vérifiant telle ou telle équation, l'ensemble des fonctions, je n'ai pas parlé des fonctions, bien sûr, les fonctions, ça fonctionne aussi. L'ensemble des fonctions définies sur i, vous prenez deux fonctions définies sur i, vous les additionnez, ça reste des fonctions définies sur i. Ça marche aussi pour les fonctions continues, la somme de fonctions continues et continues, les fonctions dérivables, les fonctions de classe C1, pour ceux qui savent ce que c'est, la somme de deux fonctions de classe C1, voire de classe C infinie, tout ça c'est également des espaces vectoriels. Donc vous voyez, vous allez toujours pouvoir vous ramener un espace de référence. Eh bien cet espace de référence, vous le connaissez. La technique pour montrer que votre ensemble est un espace vectoriel, c'est de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de référence. Et pour cela, vous avez plusieurs méthodes, vous en avez en fait 4. La première, c'est l'utilisation de cette définition. F est inclus dans E, F est non vide, et vous avez cette propriété de stabilité que vous allez retrouver ici. La deuxième méthode classique, c'est de montrer que F est un vect. C'est écrit sous forme vect. Alors ça, on va y venir dans quelques instants, mais je préfère tout de suite le dire. Dès que vous avez un ensemble qui est un vect, hop, tout de suite c'est un espace vectoriel, c'est vachement pratique. Troisièmement et quatrièmement, vous avez deux autres méthodes un petit peu plus originales et sympas. C'est si vous avez déjà fait le cours, qu'on fera plus tard évidemment, sur les applications linéaires, n'importe quel ensemble qui est le noyau ou l'image d'une application linéaire est un espace vectoriel, directement, et ça on peut le prouver sans trop de problème. Donc pour ceux qui ont fait ça, si vous avez un espace et que vous le reconnaissez, le noyau d'une certaine application, hop, c'est un espace vectoriel tout de suite. On y viendra. Très bien, alors maintenant qu'on a fait ces définitions, alors vous pouvez déjà vous entraîner bien sûr sur les polycopiés à montrer que quelques ensembles simples sont des espaces vectoriels. Encore une fois, la méthode pour l'instant, c'est essentiellement d'appliquer cette définition. Ça n'a aucun caractère difficile, il faut simplement bien apprendre son cours ici. Si on est très rigoureux, très sérieux, on va toujours y arriver, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Faites attention quand même aux objets qui rentrent en jeu, parce que x et y, là c'est des éléments de f, donc parfois c'est des fonctions, parfois c'est des suites, parfois c'est des matrices, des polynômes, etc. Donc il faut bien être au clair sur les différents objets, pas se tromper, et sur qu'est-ce que ça veut dire appartenir à f. Voilà, donc cette première partie étant faite, on va passer maintenant à une deuxième partie sur famille libre, famille génératrice et base. Allons-y.
Alors pour cette deuxième partie, donc, nous allons aborder la notion de famille libre, famille génératrice, base et dimension. La première chose, c'est la notion de combinaison linéaire qui intervient en permanence dans ces notions-là, qu'il faut qu'on explique. Alors c'est une notion qui est assez simple. Si vous prenez par exemple deux éléments, deux vecteurs, quels qu'ils soient U1 et U2, alors juste un point simple d'abord, vecteur, ça veut rien dire en quelque sorte, ça veut dire élément d'un espace vectoriel. Donc ça peut être des polynômes, si c'est des polynômes, ça peut être des complexes, ça peut être des matrices, ça peut être n'importe quoi, c'est les objets de votre espace. Bon. Alors, on va quand même pouvoir les représenter si on le souhaite. Par exemple, je vais travailler pour l'instant dans le plan, ce qui sera un exemple relativement simple. Si je prends ce vecteur U1 et ce vecteur U2, par exemple. Eh bien, on va dire que U est une combinaison linéaire de U1 et U2, si par exemple, U s'écrit sous forme 3U1 plus 4U2, ou bien sous forme 7U1 moins 2U2, hein, ce genre de choses. C'est-à-dire, si on veut donner une définition un petit peu plus générale, s'il existe lambda mu appartenant à K, tel que U s'écrive sous forme lambda U1 plus mu fois U2. Et là, vous avez U qui est une combinaison, donc vous prenez ces deux vecteurs, vous prenez celui-là fois 3, plus celui-là fois 4, ce vecteur qui serait ici, c'est une combinaison de U1 et U2. Alors, plus généralement, bien sûr, on va dire que U est une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, UN, dès lors qu'il existe des scalaires, c'est-à-dire scalaire ça veut dire réel ou complexe. En général c'est souvent des réels, mais ça pourrait être des complexes si on est dans un C espace vectoriel, c'est-à-dire si K vaut C, bon ça va se voir tout de suite souvent, hein, c'est des fonctions à valeur complexe, ou bien c'est des polynômes à valeur complexe, à coefficient complexe, ce genre de choses. Bon, donc la définition, s'il existe une famille de scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n, tels que U s'écrivent sous forme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n UN. Ce qu'on peut naturellement écrire sous forme de somme des lambda k UK, pour k allant de 1 à n. Donc, relativement simple à comprendre, une combinaison linéaire, qu'est-ce que c'est? Combinaison, on voit bien ce que c'est, hein. On prend des vecteurs et on les combine. Pourquoi linéaire? Parce qu'on les combine avec des additions et des multiplications par des scalaires, c'est-à-dire par des réels ou bien des complexes suivant les cas. Ce qu'on ne fait pas, par exemple, c'est les multiplier. C'est les passer à une certaine puissance, c'est passer à l'exponentielle, si c'était des réels, ce genre de choses. Hein, d'accord? Donc combinaison linéaire, vraiment avec des symboles plus et points, et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Voilà pour la notion de combinaison linéaire, de ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Donc encore une fois, par exemple, ce vecteur U ici, c'est une combinaison de 3U1 plus 4U2. Alors il ne faut pas confondre ça avec l'ensemble des combinaisons linéaires, qui lui va s'écrire sous forme vect. Vect de U1, U2, UN, c'est l'ensemble de tous les somme des lambda i ui pour i allant de 1 à n, avec lambda 1, lambda 2, lambda n, qui décrivent entièrement K. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez, vous prenez pas seulement ici une combinaison, vous prenez l'ensemble de toutes les combinaisons qui existent. Alors, on va prendre quelques exemples simples. Je vais prendre quelques stylos pour illustrer ça sur cette table, j'espère qu'on arrive à la voir. Donc, si vous prenez par exemple ces deux vecteurs ici, et vous prenez un vecteur qui va être ce vecteur-là, par exemple, eh bien, ce vecteur-là, c'est une combinaison de U1, U2, tout simplement. Si maintenant, vous prenez ce vecteur-là, c'est une autre combinaison, etc. Donc maintenant, si vous voulez vous intéresser à vect de U1, U2, qu'est-ce que c'est? Vect de U1, U2, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons. Donc par exemple, ce vecteur-là, ça a marché, celui-là aussi, etc. Donc finalement, ça fait cette table, enfin plus précisément, le plan qui serait défini par cette table. Puisque les coefficients, ici, lambda 1, lambda 2, lambda n, vous pouvez les prendre absolument quelconque. Donc il peut être très grand, il peut être très petit, il peut être absolument quelconque. On arrive à partir de là à quelques propriétés sur les vects. On va y réfléchir. La première propriété que vous avez, c'est que vect de... Alors, je vais commencer par un exemple. Vect de U1, U2 et par exemple 2U1 plus U2, et ben c'est la même chose que vect de U1, U2. Pourquoi? Réfléchissons. Qu'est-ce que je peux fabriquer à partir de ces deux vecteurs U1, U2? La table en entier. Si maintenant, au lieu de prendre vect de U1, U2, je prends vect de U1, U2 et ce vecteur-là, qui par exemple vaut, allez, on va dire 0,8 U1 plus 0,7 U2. Bref, ça, c'est déjà une combinaison des autres. Et bien, ça ne va pas vraiment m'aider. En quelque sorte, si je peux prendre une combinaison du vecteur noir, une combinaison du vecteur rouge, une combinaison du vecteur vert, je vais toujours être sur cette table, quoi qu'il arrive. Ce vecteur-là, il ne m'apporte rien, en quelque sorte. Ah, s'il n'était pas dans la table, s'il était ici, là, ça m'apporterait autre chose. On va le voir, on va y venir. Mais si ce vecteur est déjà combinaison des autres, alors à ce moment-là, très simplement, eh bien, il n'apporte rien, si vous voulez, à la famille. Donc, ce qu'on peut fabriquer à partir de ça, ça et ça, c'est la même chose que ce qu'on peut fabriquer à partir de U1 et U2. Ok, je vais vous donner un exemple.
vous savez que, par exemple, si vous voulez faire de la photo, de la vidéo, ce que vous voulez, vous avez des couleurs, par exemple rouge, vert, bleu, qui vont être vos couleurs standards. On va dire qu'à partir du rouge, du vert et du bleu, vous pouvez fabriquer n'importe quelle couleur, okay, avec des plus, des moins, etc. On va supposer que vous pouvez retirer des couleurs, etc. Donc ça fait l'ensemble des couleurs. Si je vous rajoute en plus le bleu nuit numéro je sais pas trop quoi, 98 ou 38 ou n'importe quoi, ça n'apporte rien, parce que de toute façon, ce bleu-là, il pouvait déjà être fabriqué à partir de ça. Vous voyez, donc là, ça va rien vous apporter. En revanche, je continue avec cet exemple. Si vous prenez l'ensemble de ce que vous pouvez fabriquer à partir d'un rouge et d'un bleu, vous pouvez fabriquer tous les violets qui existent, en gros, pour simplifier. Bon, mais par exemple, vous ne pouvez pas fabriquer du orange. Okay, si maintenant vous allez rajouter le vert à partir du vert, qui est une sorte de combinaison dont il y a du jaune à l'intérieur, etc., vous voyez qu'avec du vert et du bleu, on peut reformer du jaune, donc avec le rouge, on peut reformer le orange, etc. Donc là, on peut fabriquer des éléments supplémentaires. Et là, c'est intéressant, c'est de se dire que si vous prenez, au contraire, un élément vect de U1, U2, U3, et si cet élément-là, il n'est pas combinaison des autres, et là, par exemple, eh bien, le vert, c'est pas une combinaison de rouge et de bleu, et bien là, il va vraiment apporter quelque chose, je ne peux pas le retirer du vect. Ok ? Voilà, donc on peut bien sûr généraliser cette proposition. L'idée est que, d'abord, ce qu'on peut fabriquer à partir de U1, U2, UN, et d'une certaine combinaison de U1, U2, UN, et ben, c'est la même chose que vect de U1, U2, UN. De la même façon, si vous multipliez un coefficient, un des vecteurs par un certain coefficient, par exemple alpha, vect de alpha U1, bêta U2, et ben c'est la même chose que vect de U1, U2, évidemment sous réserve que alpha et bêta soient non nuls, sinon U1 et U2 ont complètement disparu. Donc pourquoi? Parce que ce qu'on peut fabriquer à partir de 3 fois U1 par exemple, bah, on peut le fabriquer à partir de U1 et réciproquement, il suffit de rajouter un facteur 1 tiers, et on peut le faire, puisque à chaque fois qu'on prend un lambda, on reste à l'intérieur de l'ensemble. Et vect, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires. Donc si ça nous amuse de compenser un 3 par un 1 tiers, on peut tout à fait le faire, donc ça pose aucun problème. Alors la troisième propriété, c'est que si vous prenez une combinaison de U1, U2, d'une part, et d'un vecteur qui s'écrirait 2U1 plus 3U2 moins U3. Et bien là, vous l'avez deviné, c'est vect de U1, U2, U3. Pourquoi? Parce que ce vecteur, il va vous apporter une nouvelle composante, qui est la composante U3, et à chaque fois que vous multipliez par une certaine quantité, par exemple par 7, vous obtenez automatiquement moins 7U3, c'est peut-être ce que vous vouliez, mais vous obtenez du 14U1, du 21U2, mais ça, vous pouvez le compenser en ajoutant ou en retranchant des fractions de U1 et de U2. Encore une fois, je vous rappelle, le vect, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires, donc ces lambda, vous pouvez les faire varier absolument comme vous voulez, et donc à ce moment-là, ceci est égal à vect de U1, U2, U3. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que, de façon plus générale, vect de U1, U2, UN, et d'un élément qui s'écrirait somme des lambda I, UI pour I allant de 1 jusqu'à N plus 1, sous réserve de la non-nullité du dernier coefficient, c'est comme vect de U1, U2, UN plus 1. Hein. C'est-à-dire ici, ce dernier vecteur, encore une fois, c'est une combinaison de U1, U2, UN, et ça apporte aussi une composante non nulle, on l'a vu ici, de UN plus 1, donc ça va rajouter ce vecteur-là. Voilà, puis enfin, vous avez une dernière propriété sur ces vects, avant qu'on passe à la notion de famille génératrice, c'est que vect de U1, U2, U3, c'est la même chose, par exemple, que vect de U2, U3, U1. Bon, ça, c'est pas du tout une surprise, puisqu'on sait, et c'est dans la définition des espaces vectoriels, que la loi plus est commutative, et comme elle est commutative, du coup, U1 plus U2 ou U2 plus 1, c'est la même chose, donc à partir de là, vous pouvez, en quelque sorte, mettre les éléments à l'intérieur de votre vecteur dans n'importe quel ensemble, dans n'importe quel ordre. À savoir, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète maintenant puisqu'on a vu ce que c'est maintenant, le vect est un espace vectoriel. Et oui, on peut le vérifier. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour montrer que ça, c'est un espace vectoriel? Bon, imaginons que U1, U2, UN, ce sont des éléments de E, espace vectoriel E initialement. Eh bien, cet ensemble-là sera un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi? D'abord, une combinaison d'éléments de E, ça reste dans E. Ça fait partie de la définition d'un espace vectoriel E. Donc, on est bien, ce vect, il est bien inclus dans E. Il est non vide parce que le 0 est toujours dans un vect. Hein. Pourquoi? Le 0, eh bien, c'est une combinaison linéaire très simple, triviale, la combinaison linéaire nulle, mais elle est dans le vect également.
Et puis, bien sûr, la somme de deux combinaisons linéaires est aussi une combinaison linéaire. Donc, vous voyez, pareil, si vous multipliez par une constante. Donc, on a bien cette propriété de stabilité, on a bien l'élément nul qui appartient, et on a bien l'inclusion dans un espace vectoriel de référence. Donc là, c'est vachement pratique. Dès que vous avez un ensemble qui est, que vous identifiez comme un vect, vous pouvez tout de suite le voir comme un espace vectoriel. Je vais tout de suite donner un exemple. Certains ont peut-être déjà fait les matrices, sinon c'est très simple, une matrice c'est un tableau avec des nombres à l'intérieur. Si je prends l'ensemble de toutes les matrices qui s'écrivent comme ceci par exemple, et si je souhaite montrer que c'est un espace vectoriel, je peux remarquer que cet ensemble s'écrit sous forme A multiplié par 1, 0, 0, 1, plus B, facteur de 0, 1, 1, 0, avec A et B qui sont absolument quelconques dans R. Et donc, cet ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces deux matrices. Volontairement, je prends des objets qui ne sont pas forcément très classiques, pas que des triplets ou des couples. Ici, on va prendre des matrices. Eh bien, vous avez l'ensemble des A fois U1, si vous voulez, plus B fois U2, avec U1 et U2 qui sont dans l'espace vectoriel, en l'occurrence des matrices carrées. Et A et B décrivent R en entier. Et donc, ceci est tout simplement vect de ces deux vecteurs U1 U2 qu'on peut réécrire bien sûr matriciellement si on le souhaite. Et donc directement, sans avoir besoin de revenir à la définition, eh bien ici, ceci est un espace vectoriel directement. Vous voyez, ça peut être assez pratique dans les exercices pour gagner du temps, et en plus tout de suite trouver, on va y venir, une famille génératrice et une base. Voilà, donc ceci étant fait, à partir du moment où on a défini ce que c'est que des combinaisons linéaires, on va pouvoir travailler avec la notion de famille génératrice, et pour ça on va revenir sur notre table, et on va retravailler avec nos fameux stylos, et essayer de comprendre ce qui génère cette table. Et ensuite on va essayer de générer un plan. Alors, allons-y. Si vous prenez un vecteur, ça génère une droite. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce vecteur U1 non nul, bien sûr, eh bien, vous le multipliez par 3, par 4, par 5, par moins 2, moins 3, moins 4, vous allez former l'ensemble de la droite. Et donc, vect de U1, ça va former une droite. D'ailleurs, ça s'appelle une droite vectorielle, c'est-à-dire que là, on est dans le plan ou dans l'espace, si vous voulez, donc on voit bien l'idée d'une droite, mais ça pourrait très bien être un certain polynôme qu'on multiplie par, représenté comme ceci, et puis multiplié par 2, ce serait ici, par 3, ce serait ici, etc. Donc on appelle ça une droite vectorielle, d'ailleurs, donc ça c'est un mot de vocabulaire qui peut être intéressant. Pour générer cette table, pour générer le plan, vous voyez bien qu'un seul vecteur, ça ne va pas suffire. Un vecteur, ça va vous générer une droite. Si j'en prends un deuxième, là, tout dépend de ce qui se passe. Si je prends par exemple le même, ou bien deux fois ce premier vecteur, ça va générer toujours une droite. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs, en quelque sorte, ils sont liés. On va venir à la notion de famille liée après. On voit que si la famille est liée, c'est-à-dire que là, pour l'instant, s'ils sont égaux, ou bien, on va revenir après sur la définition, bien sûr, ou bien si le deuxième, c'est 3 fois le premier ou autre, bah, ça ne marche pas. Si en revanche, la famille est dite libre, c'est-à-dire que les deux vecteurs ne dépendent pas du tout l'un de l'autre, alors à ce moment-là, déjà, à partir de ces deux vecteurs, vous pouvez former la table en entier. On dit que cette famille-là est une famille génératrice de cette table. Ajoutons un troisième vecteur, et même un quatrième vecteur. Voilà, on a maintenant 4 vecteurs. Est-ce que cette famille est génératrice de la table? La question revient à se dire, est-ce qu'à partir de ces 4 vecteurs, je peux générer toute la table? Eh bien la réponse, bien sûr, oui. Je prends ce point qui est ici, j'ai tout à fait le droit d'arriver à ce point en passant par le vecteur bleu, le vecteur vert, le vecteur rouge. Par exemple, je vais prendre 3 fois celui-là, je vais retirer un peu de vert, je vais rajouter un peu de rouge. Ou alors, autre façon de faire, je vais partir d'ici, je vais rajouter un peu de vert, et j'y arrive. Je peux faire tout un tas de combinaisons, et d'ailleurs on voit que la combinaison qui permet d'arriver ici n'est pas forcément unique. Il peut exister peut-être plusieurs combinaisons. Alors maintenant, on se dit, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser ces 4 vecteurs pour générer cette table? Parce que dans le fond, on n'a pas forcément besoin de 4 vecteurs, et vous sentez bien, en quelque sorte, que vous avez besoin que de 2 vecteurs pour générer un plan. C'est logique. À partir du moment où vous avez 2 vecteurs comme ceci, eh bien vous pouvez générer n'importe quel point. Et donc, en quelque sorte, ces vecteurs-là, ils sont en quelque sorte superflus, si vous voulez. Alors, on va arriver à la notion de base d'un espace. C'est-à-dire que je vais prendre une famille génératrice comme ceci, et je vais retirer, au fur et à mesure, les vecteurs qui ne servent à rien. Quels sont les vecteurs qui ne servent à rien? On l'a vu, ce sont les vecteurs qui s'écrivent, qui sont eux-mêmes combinaisons des autres. Par exemple, celui-ci, c'est déjà une combinaison des deux autres, et donc il ne sert à rien dans le vect. Et j'arrive à ce moment-là, plus qu'à 2 vecteurs, et je peux faire tout ce que je veux, n'importe quel couple de vecteurs qui sont non collinéaires en l'occurrence, et ça va toujours me générer le plan. Donc on s'aperçoit que le plan, il se génère à partir de 2 vecteurs. Et bien ce nombre 2, on va l'appeler la dimension de cet espace vectoriel.
Alors, maintenant qu'on a vu cette idée, je vais reprendre cette même chose, mais dans l'espace maintenant, pour bien comprendre. Après, on fait la définition formelle. Comment générer l'espace? Réfléchissons. Un vecteur, ça me génère une droite. Un deuxième vecteur, s'il est collinéaire, ça me génère une droite toujours. S'il ne l'est pas, ça me génère un plan. Parfait. Hein, l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires, ça va faire le plan. Si vous prenez maintenant un troisième vecteur, si il est collinéaire aux deux autres, hein, s'il est combinaison linéaire des autres, eh bien de nouveau, il n'apporte pas grand-chose, hein, il n'apporte rien, même le vec de U1, U2, U3, là c'est toujours le plan. En revanche, si vous prenez mon petit hibou là, qui est plutôt marrant d'ailleurs, et que ce petit hibou, il n'est pas dans le plan, c'est-à-dire que votre vecteur n'est pas coplanaire, et je remercie Valentin qui m'a prêté ce hibou magnifique, et bien là, à ce moment-là, ça va vous apporter vraiment quelque chose. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment générer l'espace. Et en effet, à partir de ces trois vecteurs, je vais prendre un hibou tout droit pour changer, pour faire quelque chose de simple, et bien à partir de ces trois vecteurs, vous voyez que 3U1 plus 4U2 plus 7U3, et bien vous arrivez à fabriquer n'importe quel point du plan. Et ça, on le voit, même si le hibou, il est un peu penché, par exemple, même comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec ce hibou un peu penché, on peut fabriquer n'importe quelle hauteur. Et à partir de ça, on peut fabriquer n'importe quel point du plan. Donc si je prends un point du plan et que j'augmente sa hauteur, ou si vous préférez, si je pars de mon hibou, j'arrive à un point du plan, un point de l'espace, et j'ajoute un point de ce plan ici, et ben je peux arriver à n'importe quel point dans cette salle. Et donc j'arrive à générer R3. R3, hein, R puissance 3, c'est-à-dire l'ensemble des 3 uplets ou l'espace, si vous préférez. Alors maintenant, on s'aperçoit que, évidemment, on n'est pas obligé d'en prendre que 3. Hein. Si on veut s'amuser à prendre tout ça, ça marche aussi. Simplement, on a bien compris que prendre ces 5 vecteurs, ça sert à rien en quelque sorte. Il suffirait d'en prendre 3 qui soient comment? Alors justement, qui forment une famille libre, c'est-à-dire qui ne dépendent pas les uns des autres. Alors, je vais maintenant écrire ces définitions de famille libre et famille génératrice pour qu'on comprenne bien la définition bien formelle et qu'on sache ensuite le faire dans les exercices. Allons-y. Alors voilà, maintenant qu'on a travaillé sur le vect, eh bien, on va pouvoir définir la notion de famille génératrice, base, dimension de façon bien précise. D'abord, une famille est génératrice d'un espace si, encore une fois, à partir des vecteurs U1, U2, UN en question, on peut fabriquer n'importe quel élément de cet espace. Donc là, je vous ai pris un exemple dans le plan, et vous voyez que ces 4 vecteurs U1, U2, U3, U4 génèrent le plan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quel que soit le vecteur U dans le plan que je choisisse ici, il existe une certaine famille de scalaires, non nécessairement unique. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de point d'exclamation ici. Là, il y en a un, ça veut dire il existe un unique, on y viendra. Et ça veut dire il existe tout court. Donc, il existe une certaine famille de scalaires, telle que U soit combinaison linéaire, avec cette famille-là, des vecteurs U1, U2, U3, U4. Donc, c'est bien ce qui se passe ici. À partir de ces 4 vecteurs, on peut générer ce point-là, on peut générer ce point-là, ce vecteur. On peut générer eh bien, tous les vecteurs. Deuxième notion, donc apprenez bien cette définition, hein, bien sûr, c'est tout, je l'ai dit en français parce que c'est intéressant de pas seulement l'avoir en maths, tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire, une certaine combinaison linéaire, des vecteurs de cette famille. Bien sûr, on sent que parmi ces vecteurs-là, il y en a qui sont liés, c'est-à-dire qui dépendent les uns des autres, et on arrive ici à la notion de famille libre. Ce qui va nous intéresser pour qu'on obtienne l'unicité, ce qui arrive ici, des coefficients, c'est que ces vecteurs ne dépendent pas les uns des autres. Alors, je commence par la notion de famille libre. Une famille est libre si, en gros, elle n'est pas liée. Alors évidemment, vu qu'une famille liée, c'est le contraire d'une famille libre, on va se dire c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il faut bien comprendre ce que c'est qu'une famille liée pour commencer. Alors là, c'est vraiment très facile à comprendre. Si vous prenez U1, U2, U3, et que par exemple, votre vecteur U3, c'est 2U1 moins 7U2, bah, c'est une famille liée. Liée parce qu'il y a au moins un des vecteurs qui dépend des autres, c'est-à-dire qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres. Et ça, c'est ce dont vous ne voulez pas pour une famille libre. Alors une famille libre, l'idée c'est qu'il est impossible de former une combinaison linéaire qu'un vecteur soit combinaison des autres. Alors regardez ce qui se passe quand vous avez un vecteur qui est combinaison linéaire des autres. U3 égale 2U1 moins 7U2. Si ce U3, vous le passez de l'autre côté en quelque sorte, vous retranchez U3 membre à membre, vous obtenez 2U1 moins 7U2 moins U3 égale 0. C'est-à-dire vous avez trouvé une certaine combinaison, lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3 qui fait 0. Et bien ça, vous ne voulez pas que ce soit possible. Vous ne voulez pas pouvoir fabriquer une combinaison linéaire de vecteurs qui soit nulle. Sinon, vous avez un vecteur qui s'exprime en fonction des autres. Donc ça, l'idée, hein, pour bien comprendre, il faudrait que ça, ce ne soit pas possible en quelque sorte. Parce que si vous avez un vecteur qui s'exprime en fonction des autres, vous aurez une combinaison linéaire nulle. Et ça, vous n'en voulez pas. Alors évidemment, on va apporter un tout petit peu de précision maintenant. C'est que, évidemment, si tous les coefficients qui sont là sont des zéros, bah en fait, ça reste possible, parce que le 0 vaut quand même 0. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est que vous ne voulez pas que ceci soit possible, sauf si on est en présence de la combinaison linéaire triviale nulle.
Donc du coup, en fait, la démonstration, et c'est pour ça qu'on a ici cette implication, pas forcément évidente, hein, il faut, pour montrer qu'une famille est libre, montrer que si une combinaison linéaire donnait 0, alors tous les coefficients correspondants seraient nuls. Alors je vais expliquer aussi peut-être différemment pour que ce soit bien clair. Je vais prendre une combinaison linéaire qui vaut 0, somme des lambda i ui égale 0, et je vais donc l'écrire sous cette forme, lambda u1 plus etc. plus lambda n un égale 0. Je vais supposer que un des coefficients est nul, c'est-à-dire que un des coefficients est non nul, que un des lambda k est non nul. À ce moment-là, je vais avoir lambda k uk qui sera égal, je vais passer tous les autres termes de l'autre côté, moins lambda 1 u1, moins lambda k moins 1 uk moins 1, moins lambda k plus 1 uk plus 1, moins lambda n un. Très bien, donc là j'ai simplement passé ce terme de l'autre côté. Et dès lors que lambda k est ici non nul, ça veut dire que je vais pouvoir diviser par lambda k partout. Allons-y pour voir ce que ça donne. Si vous arrivez à faire ça, eh ben, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Votre vecteur uk, il est désormais combinaison de tous ces vecteurs u1, u2, u3, etc. Et ça, vous n'en voulez pas. Donc vous voyez l'idée d'une famille, l'idée c'est que vous ne voulez pas qu'un vecteur soit combinaison des autres. Et donc vous ne voulez pas pouvoir faire une combinaison linéaire qui fasse 0, sauf le cas où vraiment tous les coefficients sont nuls. Donc voilà la définition. Alors ça, c'est une définition qu'il faut absolument connaître. Et pour montrer qu'une famille est libre, là je vous ramène à la fiche méthodologique et aux exercices basiques sur ça. C'est vraiment une notion extrêmement importante. Donc pour montrer qu'une famille est libre, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, on se fixe lambda 1, lambda 2, lambda n quelconque. On suppose que la somme des lambda i vaut 0, on fait le calcul, on voit ce que ça donne, et après, par identification des coefficients par exemple, ou par calcul, on essaye de prouver que tous les coefficients lambda i sont nuls. Alors c'est pas très difficile, vous pouvez le faire avec des petits exemples, avec dans R2, dans R3, ce genre de choses. Je ne vais pas le faire au tableau ici, parce que là je crois que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec la fiche méthode, le cours et les exercices avec leur correction. Mais voilà l'idée. Et enfin, maintenant, j'arrive à la notion de base. Alors, quelle est la différence entre une base et une famille génératrice? C'est qu'on a retiré, en fait, de notre famille génératrice, tous les éléments qui étaient inutiles. Alors, je vais en terminer par là avec ces stylos, mais toujours cette même idée, c'est que si j'en ai 5 qui formaient une famille génératrice comme tout à l'heure, et que je retire maintenant les vecteurs qui sont inutiles, ces deux-là par exemple, j'obtiens une base. J'obtiens une base, et cette fois-ci, si vous prenez un vecteur du plan, un vecteur de l'espace, la combinaison qui permet d'arriver à ce vecteur-là est maintenant unique. Par exemple, si je prends le point qui est ici, il y a une et une seule façon d'arriver à ce point-là. Il faut absolument monter avec mon petit hibou jusqu'ici, hein, et puis ensuite, il faut absolument arriver à faire ce vecteur du plan. Ce vecteur du plan, eh bien, je peux fabriquer, hop, avec une combinaison bien précise de ces vecteurs-là. C'est pour ça, si vous voulez, que lorsque vous avez une famille qui est à la fois libre et génératrice, et c'est bien ce qui se passe, hein. On a une famille génératrice au départ, on a retiré les vecteurs inutiles et maintenant les éléments ne dépendent pas les uns des autres. J'ai une famille qui est à la fois génératrice et libre, ça c'est une technique possible pour montrer qu'une famille est une base. Ça s'appelle une base d'un espace vectoriel et cette fois-ci la différence par rapport à tout à l'heure c'est que la combinaison linéaire est unique. Donc j'illustre ça avec un schéma extrêmement simple. Il y a bien sûr une infinité de bases pour un espace vectoriel de dimension finie qui a une base. Eh bien je vais prendre une base très simple, cette base que tout le monde connaît, qui est la base U1, U2, la base la plus simple possible. Eh bien, ce vecteur U s'écrit, on le voit de façon unique, sous forme A fois U1 plus B fois U2. OK ? Alors, base la plus simple possible, on appelle ça la base canonique. Le canon, chez les Grecs, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est simple, ce qui est voilà, une sorte de norme en quelque sorte. Hein. Donc, la base canonique, c'est pas vous qui définissez, hein, c'est pas vous qui allez définir ce qui est beau, ce qui est pas beau, on va pas faire un cours de philo. Hein. Mais l'idée, c'est que vous avez des bases qui peuvent être relativement compliquées ou des bases qui sont très simples. Donc, ce qu'on appelle la base canonique de R2, c'est la base classique IJ, si vous voulez, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1. La base canonique de R3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, c'est la base la plus simple. Si on veut changer un peu de thème, si on part sur des polynômes, eh ben la base canonique de l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, Rn de x, alors je vous rappelle ce que c'est que Rn de x, c'est la somme des lambda k xk, hein, pour k allant de 0 à n, avec lambda k, une famille de scalaires, en l'occurrence de réels, puisque j'ai travaillé dans
un ensemble de polynômes à coefficients réels, eh bien, je m'aperçois que ça s'écrit sous forme ensemble des lambda 0 fois 1, plus lambda 1 fois x, plus lambda n fois x puissance n, avec toujours ces lambda qui varient. Et donc, 1, x, x2, x puissance n, qui sont les vecteurs, vous voyez, que vous voyez apparaître ici, ça ce sont les vecteurs, c'est-à-dire les éléments de votre ensemble, ça va former la base la plus simple, celle-là aussi, elle s'appelle base canonique pour les espaces vectoriels. Alors, on a presque fini maintenant sur ce cours. On fera un autre cours sur la notion de somme et somme directe un peu plus tard. Il nous reste à parler simplement de la notion de dimension d'un espace vectoriel. Alors, ça c'est vraiment un truc très important. Vous avez d'abord une définition formelle. Un ensemble de dimension 5, par exemple, c'est un ensemble qui admet pour base une famille de 5 vecteurs. Et on a vu tout à l'heure que, quelle que soit la base qu'on choisit, le nombre de vecteurs, c'est toujours le même. Je vais reprendre dernière fois cet exemple. Si vous partez de 2 vecteurs, vous n'arriverez jamais à faire l'espace. Impossible. Si vous partez de 4 vecteurs, à l'inverse, essayons de former une famille libre de 4 vecteurs dans l'espace, bonne chance. Premier vecteur, non nul, paf, ça vous forme tout de suite une droite. Ça génère une droite. Le deuxième génère tout de suite un plan dès lors qu'il n'est pas collinaire au premier. Et le troisième, s'il n'est pas coplanaire, je reprends encore mon hibou, et bien hop, ça génère l'espace en entier. Et donc si j'en prends un quatrième, et bien forcément il sera combinaison linéaire des autres. Et là on arrive à quelque chose de très fort, c'est que plutôt que de montrer qu'une famille est génératrice et libre, pour montrer que c'est une base, vous pouvez, si vous connaissez déjà la dimension de l'espace, et là on comprend bien que la dimension de l'espace c'est 3, parce que dès que j'essaie de former une base, j'arrive toujours à 3 vecteurs, et bien il me suffit de former une famille libre de 3 vecteurs. Et ça formera automatiquement l'espace. Je le refais une dernière fois. Premier vecteur, ça me forme une droite, le deuxième un plan, et le troisième, s'il est non collinaire ou non coplanaire en l'occurrence, s'il n'est pas combinaison linéaire des autres, eh bien ça va me former automatiquement l'espace. Vous voyez? Donc à partir du moment où j'ai une famille de 3 vecteurs libres dans R3, ça forme automatiquement une base de R3. De la même façon, si vous avez une famille génératrice, pour l'espace, elle comporte cette fois-ci au minimum 3 vecteurs. Parce qu'à partir de 3 vecteurs, à partir de 2 vecteurs, on ne générera jamais l'espace. Donc j'en prends par exemple 3, et après il peut y en avoir peut-être 4, peut-être 5, etc. Bon, donc vous avez une propriété maintenant qui est très intéressante et qu'on va lire ensemble plutôt que de la réécrire au tableau sur votre polycopier. Donc on est au paragraphe caractérisation d'une famille de vecteurs. Si vous prenez un espace vectoriel de dimension n et une famille de p vecteurs de E, donc je prends un espace de dimension 3 par exemple, vous avez une première propriété qui vous dit que si la famille U1, U2, UN, UP est libre, alors P est plus petit que N. On est en train de dire, dans l'espace, si je veux former une famille libre, c'est impossible de faire 4 vecteurs. Donc déjà, c'est peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3, mais pas plus. Et deuxième propriété super intéressante, c'est que à partir du moment où la dimension de l'espace c'est 3, dès qu'on a 3 vecteurs libres, ça suffit. Donc là, on appelle ça une famille libre et maximale. Donc je résume, une fois qu'on a essayé de comprendre cette notion, c'est une notion qui n'est pas forcément facile, hein, donc je veux dire, si on met un petit peu de temps à comprendre tout ça, c'est complètement normal. Hein. Ça reste théorique, etc. Mais en gros, dans un espace de dimension 3, toutes les familles libres ont au maximum 3 vecteurs, et dès que vous atteignez 3, c'est une base. Et inversement, si vous voulez générer un espace 3, c'est ici, de dimension 3, vous ne pouvez pas prendre 1 ou 2 vecteurs, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait au moins 3 vecteurs, peut-être 4, peut-être 5. Mais s'il y a 5 vecteurs, vous savez qu'il y en a qui servent à rien, vous redescendez à 4, vous redescendez à 3, et là, une fois que vous avez vos 3 vecteurs, vous ne pouvez plus en enlever. C'est une famille génératrice et minimale. Vous essayez d'en enlever un, baf, ça vous fait un plan. Vous voyez? Donc là, donc on résume en disant les choses de la façon suivante. Pour montrer qu'une famille est une base, on a déjà maintenant 3 méthodes. Première méthode, famille libre et génératrice, à démontrer. Deuxième méthode, directement montrer que tout vecteur s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Et troisième méthode maintenant, montrer, si on connaît déjà la dimension de l'espace, que la famille en question est une famille libre et maximale, ou bien une famille génératrice et minimale. Voilà, donc là ça vous permet déjà de bien commencer ce cours, à travailler sur ce chapitre espace vectoriel. Évidemment on aura aussi l'occasion, j'espère, de se voir ensemble pour pouvoir compléter, répondre à vos différentes questions sur cette notion de famille libre, famille génératrice, base et dimension, d'aller éventuellement un petit peu plus loin avec ensuite le théorème de la base incomplète, des choses un petit peu plus techniques. Mais je pense que là déjà pour une première approche, c'est déjà une bonne première approche de ce cours. Il faut évidemment que vous complétiez ça en travaillant vraiment sur des exos. Donc faites des exos de base, comment montrer qu'une famille est libre, comment montrer qu'une famille est génératrice, comment montrer qu'une famille est une base, et puis ensuite vous pourrez simplement pour allez, je vais quand même le donner, le théorème de la base incomplète une toute dernière fois, et c'est le théorème un peu difficile de ce cours, mais pas si difficile à comprendre. J'en termine par là. Si vous prenez une famille qui est libre,
de p vecteurs dans un espace de dimension n, il est possible de la compléter pour former une base. Alors voilà l'idée. Vous prenez par exemple deux vecteurs de l'espace qui forment une famille libre, donc non collinaire, je peux prendre un peu n'importe quoi, ça par exemple, et ben je peux toujours compléter pour que ça forme une base. Voilà l'idée. Il y a même une version un peu plus forte qu'on utilise un peu plus rarement, qui est la suivante. Si j'ai une certaine base qui est ici, et si j'ai de l'autre côté, attention ça devient sportif, deux vecteurs, par exemple ici, qui ne sont pas collinéaires, donc deux vecteurs qui forment ici, dans cet exemple, une famille libre, il est possible de compléter cette famille de P vecteurs, ici P vaut 2, pour former une base de mon espace à partir de cette autre base qui est ici. C'est un peu compliqué, mais vous avez une base E1, E2, 3 ici, qui est une base de votre espace. Là, vous avez une famille génératrice U1, U2, et ben vous pouvez compléter toujours cette famille avec des vecteurs spécifiquement de cette base-là. Okay, donc voilà, bon, c'est un théorème qu'on utilise vraiment dans des démonstrations un petit peu plus délicates. On aura l'occasion d'ailleurs de l'utiliser dans une démonstration pour le cours espace application linéaire. Donc voilà, je vous invite donc encore une fois à bien reprendre ce cours. N'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez la moindre question. Encore une fois, ces notions sont toujours un petit peu délicates, donc profitez de l'aide qu'on vous offre pour vous dire voilà, alors j'ai bien compris la notion de famille libre et base, par contre famille génératrice j'ai pas très bien compris, est-ce que tu peux me réexpliquer? On vous réexpliquera ça tranquillement, et je vous souhaite à tous bon travail. C'est un chapitre qui est central. Donc attention, si vous voulez réussir en algèbre, il faut que vous travaillez, et vous travaillez beaucoup sur des exercices basiques. Plus vous allez travailler et apprendre bien votre cours, plus vous allez réussir les exos, parce que c'est toujours les mêmes exercices. C'est pas du tout comme dans l'analyse, les fonctions, les suites, etc., où là, il y a beaucoup d'intuition. Ici, il n'y a aucune intuition, on connaît très bien son cours, ses méthodes, on fait les exos de base et on y arrive. Voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon travail. À bientôt.